Bienvenue au Forum d'architecture de Lausanne et puis pour vous présenter une nouvelle édition des urbanités sur la ville virile présentée par la SIA. Donc je laisse la parole pour la suite. Bonne soirée. Oui, alors pour les nouveaux arrivants, il y a encore des places au centre. Plutôt que de squatter le fond et vous verrez rien. Bienvenue à tous. D'abord une petite introduction en images. Je recommence. Par l'artiste suédoise Magda Svensson. Le comportement primitif du harcèlement de rue peut prendre diverses formes, avec la main aux fesses, grand classique, la caresse dans les cheveux non sollicités, l'insulte, etc. Toutes ces choses au fond qui rappellent ce type de harcèlement d'époque qui est exercé sur la voie publique à l'encontre le plus souvent des femmes. Voilà, alors là, je te dis non et au final ce sera oui. Là on voit ici très bien que le consentement, la notion de consentement est une notion très abstraite du point de vue du harceleur. Alors si vous... T'es bonne. Quand on voit les rides, t'imagines la gare. Hey, c'est Gwen. Joli gens. Elles s'ouvrent à quelle heure? C'est bon, je rigole, t'as pas d'humour. Quotidienne liée au genre, à l'orientation sexuelle. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que les gens dans l'espace public avaient extrêmement peur d'agir, de dénoncer des actes qui, jusqu'à une certaine époque en tout cas, étaient considérés comme parfaitement normaux. Et vous voici arrivés, mesdames et messieurs, devant l'un des plus grands classiques de notre collection, le Joconde. Véritable joyau de malaisance, le Joconde de Léonore de Vinci doit sa renommée à son regard qui ne semble jamais quitter sa proie, et ce, où qu'elle se trouve dans la pièce, ou dans la rue, puisque le Joconde n'est autre qu'une représentation tragicomique de l'arme préférée du harceleur, le regard, dans tout ce qu'il a de persistant, de silencieux et d'inquiétant. Hé, mademoiselle! Mademoiselle! Hé! Oh! Oh, viens là! Oh! Hé! Mesdames et messieurs, chers amis des débats Urbanité, bienvenue ce soir. Au nom du comité d'organisation des débats Urbanité de la SIA Vaud, nous avons l'immense plaisir de vous recevoir ce soir au Forum d'architecture de la ville de Lausanne pour parler ensemble des relations qu'entretiennent la ville et les études de genre. Cette vidéo qu'on vous a présentée en aparté a été donc faite par la ville de Lausanne donc pour lutter contre le harcèlement, et on pensait que c'était intéressant de vous la montrer. Elle a été tournée en plus dans ces lieux, donc au phare. La préparation de cette soirée a suscité de nombreuses discussions. Et puis, je tiens à remercier ce soir Marc Frochot, rédacteur de la revue Tracé, Gaël Kovalitz de la SIA et Stéphanie Savio, qui se sont immergés avec moi dans ces questions de genre, qui sont très vastes, qu'on a essayé de cibler ce soir, et donc les remercier pour leur implication et leur étroite collaboration. Nous vous prions d'excuser l'absence de Yves Rebaud. On a appris ce matin par mail qu'il était malade. Il s'en excuse. Et c'est regrettable parce que, somme toute, l'idée de ce débat est née un peu de ses affirmations. En effet, c'est lui qui dit que la ville est faite par et pour les hommes. C'est lui qui affirme aussi que l'aménagement de nos villes construit l'inégalité. Pour nous, ça nous a quand même interrogés parce que ça signifie, somme toute, qu'en agissant sur l'espace public, on pourrait résoudre des problèmes qui sont avant tout d'ordre social. Est-ce que nous, planificatrices, planificateurs, on a un rôle à jouer pour réduire ces inégalités? Alors, M. Yves Rebaud n'est pas là pour répondre à ces questions, malheureusement, mais heureusement, nous pouvons compter sur les femmes ce soir pour nous éclairer. Donc je vais vous présenter brièvement les intervenantes qui vont chacun apporter leur point de vue spécifique sur ces questions de relation entre le spatial et le social. Pour commencer, nous accueillerons Madame Sarah Neumann, députée au Conseil vaudois,
qui est l'initiatrice d'un postulat qui a été déposé à la ville de Lausanne en 2016 pour organiser une marche exploratoire qui a eu lieu en septembre cette année. Avons-nous des résultats tangibles, un diagnostic lausannois? Comment se porte Lausanne face à ces questions de genre? Est-ce qu'on aura une boîte à outils un jour pour les planificatrices et les planificateurs? Ensuite, nous accueillerons Elka Chimel et Sarah Drose de l'association l'ARES, qui est une association qui regroupe des professionnelles féminines qui s'activent pour que la planification des villes tienne compte de la diversité des besoins, qu'ils soient liés à des questions de genre ou à des pratiques quotidiennes des uns et des autres. Enfin, c'est Madame Gabrielle Schade, c'est juste Schade, pardon, pas Schade. Excusez-moi, historienne de l'art et professeure à l'ETH de Zurich, qui nous présentera son travail dans le cadre d'un séminaire qu'elle co-organise sur les relations historiques entre le spatial et le social. L'espace est politique, la ville est l'interaction et le lieu des interactions sociales. Elle donne la parole, elle donne à voir, elle est le lieu des manifestations par excellence. Elle nous nourrit, elle nous interroge, elle révèle des inégalités, elle parle des rapports de pouvoir. Une ville idéale serait une ville égalitaire, une ville pour tous. Elle induit une planification idéale qui serait inclusive, agile, sensible, qui traiterait des minorités. Une ville idéale, donc planifiée par des planificateurs qui tiennent compte de l'ensemble de ces paramètres, peut-elle suffire à transformer le social ? Il y a une autre femme qui nous a beaucoup intéressés pendant la préparation de ce débat, qui s'appelle Claire Hancock, qui est géographe et maître de conférences à Paris, qui insiste sur le fait que si on ne peut pas répondre à cette question, il est important, plus que jamais, de ne jamais cesser de problématiser les relations du social et du spatial. Donc ce soir, plutôt qu'un débat, on vous invite à prendre conscience des effets que le genre peut avoir sur nos expériences urbaines, à interroger nos concepts et nos pratiques professionnelles. J'invite maintenant Madame Neumann à venir nous présenter son point de vue. Je vous remercie, bonne soirée. Merci. Bonsoir, mesdames, nombreuses, bonsoir messieurs aussi. Peut-être quelques mots d'abord pour me présenter. Je m'appelle Sarah Neumann, je suis députée au Grand Conseil vaudois et le texte sur lequel je vais revenir aujourd'hui en présentant le chemin avant de présenter la marche en elle-même est un texte que j'ai déposé à Lausanne comme conseillère communale en mars 2016. L'idée pour moi était à l'origine de ça. Effectivement, j'avais lu notamment les articles de Monsieur Rebaud, d'autres aussi. Et puis l'idée pour moi était de proposer un projet assez simple finalement, politique, pour permettre aux femmes d'améliorer leur espace urbain et en leur donnant la parole. Et donc une parole qui était à donner pour moi aux usagères. Et c'est ça qui était vraiment au centre de ma démarche, et c'est vraiment ce modèle des marches exploratoires qui m'a intéressée, parce qu'il donnait la parole aux usagères elles-mêmes. Je peux peut-être donner d'abord un exemple concret de comment la ville a ou n'a pas un genre. C'est un exemple suédois dont j'ai pris connaissance dans un article que j'ai lu en 2015, qui est une question autour du déneigement. En fait, la question, ça fait scandale en Suède au moment où cette question s'est posée, c'est: la neige a-t-elle un sexe ? Un genre, au moins. L'idée a été d'analyser qu'en fait la politique qui était mise en place en termes de déneigement était en fait inégalitaire, car on s'est rendu compte qu'en Suède, comme dans pas mal de pays, les trottoirs sont principalement utilisés par les femmes et les routes sont principalement utilisées par les hommes. Alors il ne s'agit pas de revenir là-dessus et de se dire est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. Des nombreuses études l'attestent. Et en fait, la priorité politique a toujours été mise à déneiger la route, qui serait peut-être plus dangereuse. Et ça a occasionné beaucoup plus d'accidents finalement sur les trottoirs, de glissades, de blessures, qui étaient donc le fait des femmes qui se déplacent beaucoup plus à pied dans nos villes.
Et donc, à partir de là, il a été décidé de changer de politique et de commencer par déneiger les trottoirs, les abords des écoles, les abords des hôpitaux, les abords des endroits où en fait il y a des femmes qui marchent pour accompagner des gens, le plus souvent. Parce que tout ce qui est du ressort du soin, que ce soit le soin du petit enfant ou le soin des personnes plus âgées de l'entourage, est souvent porté par les femmes dans les fêtes. Et il y a eu un vaste débat donc, dans ce pays à ce moment-là en disant est-ce que vraiment même le déneigement peut être une question de genre ? En fait, il s'avérait que oui à ce moment-là. Alors après, sur le processus qui a conduit finalement à organiser en septembre dernier cette marche exploratoire à Lausanne, c'est un processus qui est long et long. Bon, vous avez l'habitude, les choses prennent du temps lorsqu'il faut les changer en passant par les processus démocratiques. Même pour des propositions aussi simples que celle d'organiser une marche exploratoire, on parle d'un dépôt en mars 2016, d'une proposition de donner la parole aux femmes sur l'espace urbain lausannois, d'une adoption du postulat en janvier 2017, soit 1 an plus tard, avec une surprenante majorité. Je regarde Léonore Porchet, collègue député qui était là ce soir-là, sauf erreur, parce que c'était pas parti pour au début. On avait vraiment commencé par avoir des oppositions assez catégoriques de certains groupes politiques. Et finalement, c'est pas souvent que le débat du conseil communal fait changer vraiment les positions. Donc il faut quand même le saluer. Donc 72 voix pour, 9 abstentions. Et puis en courant 2018, suite à une initiative de la commission égalité du Parti socialiste vaudois, le dépôt a été repris dans 6 communes vaudoises autres, c'est-à-dire à Renan, à Morges, à Prilly, à Nyon, à Yverdon et à Vevey, avec des succès divers. Mais aucune marche exploratoire n'a encore été organisée dans ces villes. C'est des processus qui sont encore en cours. C'est effectivement à Lausanne, par le service des routes et mobilités, que la première marche exploratoire issue de ces initiatives et vraiment axée sur le genre pour la Suisse romande a été organisée. Et ça s'est fait dans le cadre de la semaine de la mobilité. Mais peut-être que dès le processus, on a pu avoir, ou j'ai pu avoir un éclairage qui m'a moi-même vraiment surprise des difficultés qu'on peut rencontrer lorsqu'on aborde la ville par la question du genre. Et en fait, ces difficultés, elles ont été très fortes pour moi dans les retours en fait, que j'ai eus au fur et à mesure des étapes que rencontrait ce postulat. La première chose, et c'est flagrant ce soir, c'est que la commission qui devait traiter du postulat était composée quasiment exclusivement de femmes. Il y avait un homme, et c'était un remplaçant. Il s'est abstenu au vote en disant que c'était pas vraiment sa question. Et ça m'a frappée parce qu'en fait en politique, et puis c'est un exemple en fait qui illustre pourquoi on doit écouter les femmes aussi. En politique, vous avez moins de 30% d'hommes dans les instances législatives. Et à chaque fois que vous êtes sur un sujet, disons, de famille, d'enfance, ou bien qui a vaguement une connotation femme, comme c'était le cas, et bien tout d'un coup, vous avez plus de 90% des membres désignés dans les commissions qui sont des femmes. Donc en fait, on occupe le temps des femmes élues le plus souvent sur des sujets traditionnellement féminins. Et c'est vraiment très très frappant. Après, au plénum, c'était pire. Les groupes politiques, car il y en avait à l'époque à Lausanne, qui ne comportaient pas de femmes en leur sein, nous ont expliqué au débat qu'ils avaient demandé à leurs épouses ce qu'elles en pensaient. Et déjà presque tout était dit dans ce fait que réfléchir là-dessus, c'était une chose qu'ils ne pouvaient pas porter par eux-mêmes, comme s'ils n'avaient pas le droit d'avoir une pensée ou une parole là-dessus. Et donc, dans les suggestions qu'on a reçues aussi ce soir-là, c'était que les femmes se constituent en association, comme les autres minorités, pour faire valoir leurs droits. Donc la minorité de 52%, on les a remerciés, mais voilà. Et c'est vrai que dans le débat, certains partis avaient annoncé une opposition de principe dès le départ, et puis ça s'est vraiment détendu dans le dialogue. Mais pour que ça se détende, il a fallu passer par le fameux « on ne veut rien vous prendre, messieurs ». Et ça, c'est aussi assez frappant qu'à chaque fois qu'on essaie de revendiquer l'espace, ça devrait être en fait au détriment de l'espace de l'autre, alors que je crois que c'est jamais en fait le cas. C'est jamais dans cette perspective-là.
Donc ça, c'était sur le chemin, les différents écueils rencontrés. Je vous passe les autres conséquences surprenantes et malheureuses qui ont été la systématique de nous ramener, moi qui déposais ça, mais les autres femmes qui le soutenaient, à c'est quoi votre problème à Lausanne, dans la ville? C'est que vous vous coincez vos talons aiguilles dans les pavés. Et donc ça, c'est un peu la réponse systématique. Et puis, elle est pas si anodine que ça. J'ai pas de souci, j'ai des talons, pas aujourd'hui. Mais elle n'est pas anodine que ça. C'est-à-dire, à partir du moment où on dit on veut prendre de la place dans la planification urbaine, dans la ville, dans l'endroit où on se déplace et où on habite et où on travaille, on nous ramène finalement à un attribut typiquement genré, extrêmement féminin, voire sexiste. Et on dit, voilà, votre problème, c'est un problème de mode, quoi. Non, en fait, c'est pas un problème de mode, mais c'était vraiment très frappant parce que c'était vraiment une analyse, c'était systématique, quoi. C'est quoi le problème? C'est les talons. Et après, les autres renvois systématiques, mais qui sont aussi le cas à chaque fois qu'on aborde ces sujets du genre en politique, c'est mais les hommes aussi sont concernés. Oui, les hommes aussi poussent des poussettes. Alors oui, c'est vrai. Parfois. Mais quand même, les femmes plutôt sont en congé maternité jusque-là. Malheureusement, on peut le regretter. Personnellement, je milite pour qu'il y ait un congé paternité un peu plus long aussi. Mais il y avait toujours ce truc. Mais votre revendication, elle n'a pas de sens parce qu'en fait, nous aussi, les hommes, des fois, on a une poussette en ville, quoi. Mais après, juste prendre les chiffres sur comment ça se passe dans le déplacement réel et combien de fois nous avons effectivement des hommes avec des poussettes. Mais enfin, statistiquement, nous avons plus de femmes qui se déplacent et qui sont en congé pour s'occuper des enfants, en tout cas les 4 premiers mois de l'histoire. Et puis les défiances, les défiances naturelles. Vous voulez résoudre les problèmes de l'égalité homme-femme avec des marches. Alors, non. En fait, on ne va pas tout résoudre en emmenant 50 dames se promener dans la vieille ville de Lausanne. Non, on ne résoudra pas l'égalité des salaires, la question du soin à autrui, le plafond de verre. On ne résoudra pas tout, mais disons c'est un bout du problème, quoi. Et en fait, c'est aussi assez frappant, à quel point finalement, peut-être à chaque fois, ça hérisse et ça crispe, comme si... et du coup, ça délégitime le débat systématiquement. Et puis même les altercations bienveillantes, les camarades, les collègues en politique depuis plus longtemps que soi, qui disent « fais attention, Sarah, fais attention, pas trop de sujets féministes, hein, si tu veux faire de la politique à long terme, ne t'enferme pas là-dedans surtout, quoi ». Et ça m'a aussi frappée, quoi. Comme si effectivement revendiquer cette place finalement assez simple, celle d'être là, et puis d'avoir une place dans la ville, et de le dire, c'était une mise en danger personnelle. Alors bon, on a quand même fait cette marche exploratoire, et puis ce qui était bien, c'est que c'était d'entendre ces usagères. Donc on a fait cette marche, et puis finalement on était 2 groupes de 20, il doit y avoir une 50aine de femmes en tout. Je ne sais pas exactement comment la communication avait été faite, mais moi j'étais déçue en bien, comme on dit chez nous, de ces femmes, et surtout de leur diversité quand même d'âge. Il y avait des très jeunes femmes qui sortent le soir, il y avait des retraités, il y avait un peu au milieu tout un panel d'âge de femmes. Et on a fait donc du coup 2 tours différents, et la ville de Lausanne avait fait le choix de concentrer cette première marche, car j'espère que ce n'est qu'une première, dans l'hypercentre. C'est-à-dire que c'était autour de Saint-François, rue de Bourg pour l'un des groupes, et puis plutôt Grand Pont, Bel Air pour l'autre groupe, sauf erreur. De toute façon, c'est intéressant de le faire partout. Après, sur l'hypercentre, c'est un quartier qui est quand même assez spécifique parce que c'est un quartier finalement assez peu habité, assez peu d'habitation. Par contre, c'est un quartier qui est un peu à tout le monde parce que tout le monde y passe. Et puis, je pense que c'était ça la perspective de prendre un de ces quartiers comme ça d'hypercentre. Moi, j'espère voir par la suite des marches aussi peut-être plus dans des quartiers d'habitation où on est dans des plus petits transports du quotidien, pour impliquer aussi peut-être une diversité d'usagères
en impliquant les quartiers, quoi. C'est-à-dire en impliquant, je sais pas, la maison de quartier, la pension pour personnes âgées du coin, etc., pour avoir aussi une diversité de profils socioculturels des participantes. Mais enfin, c'était une première expérience qui était intéressante et où les thèmes principaux qui sont ressortis, les préoccupations finalement principales de ces femmes qui sont ressorties ont été, avant tout celle de l'accessibilité et avant toute chose, donc j'avais pas si tort que ça avec mes poussettes, mais c'est pas forcément que les poussettes, ça peut être aussi quand on marche pas bien, quand on doit se déplacer. Bon, à Lausanne c'est aussi particulièrement épineux, disons. Il y avait beaucoup de choses sur comment on se sent en fait dans les espaces, des notions de l'ordre de la convivialité ou de l'accueil et de pouvoir se sentir bien avec des publics divers dans le même endroit. Il y a des lieux qui étaient donnés en exemple d'endroits où on aime s'arrêter et se poser pendant sa pause de midi et d'autres qu'on traverse très très vite, quoi. Et on essayait d'identifier qu'est-ce qui faisait ça même en plein jour. Il faut dire que la marche a eu lieu en fin de journée mais il faisait jour encore parce que c'était septembre. Il y a eu beaucoup aussi sur le se sentir bien sur la beauté des lieux, voire la sobriété des lieux. J'étais très surprise d'entendre beaucoup de femmes choquées par les terrasses de bistrots où il y a trop de publicité, c'est-à-dire où les parasols ou les chaises ont des logos de marques de boissons minérales en général. Et voilà, et ça c'était un truc qui rendait la ville moins agréable. Beaucoup de réflexions sur le nombre de poubelles, où elles étaient, est-ce qu'elles étaient au bon endroit, est-ce que ça pouvait rester propre, et puis les espaces verts. Donc des notions vraiment de convivialité et aussi esthétique sur les lieux. Après, une chose qui a été aussi assez cruciale, moi j'étais sur le tour Bel Air, c'était la question du bruit urbain. Est-ce que en fait on supporte ou pas d'être dans la rue à cet endroit-là en raison du bruit? Et puis après, du bruit vers la sécurité, mais sécurité liée à la route, la largeur des trottoirs. Est-ce que attendre un bus là, c'est agréable ou ça l'est pas? Ou est-ce que c'est même carrément dangereux dans certains cas? Alors de la sécurité, évidemment qu'on a aussi parlé de la sécurité, de se sentir en sécurité lorsqu'on traverse la ville, plus particulièrement quand il fait nuit ou tard ou quand on est isolé. Alors on a eu pas mal de témoignages de femmes qui évitent certains itinéraires, qui prennent des temps plus longs pour rentrer chez elles, pour éviter de se retrouver dans un endroit exigu où elles se retrouveraient coincées en cas de rencontre désagréable, et puis des stratégies de chacune pour rentrer seule, que ce soit en ayant un téléphone dans la main, les clés en point américain, on en a toutes, malheureusement, en fait il faut qu'on vous le dise, on en a toutes, des stratégies pour rentrer chez soi en sécurité, et je pense que c'est important qu'on le dise, qu'on en a toutes, parce que dans le dialogue avec nos comparses masculins, on se rend compte que souvent c'est pas du tout conscient de à quel point on en a toutes des stratégies pour être en sécurité, et ça c'était alors à tout âge, ça c'était vraiment étonnant aussi. Et donc voilà, bien sûr la question de la sécurité, et puis de la faciliter les déplacements, les escaliers, les rampes, les escalators. Moi j'ai découvert ça assez tard dans ma vie. Vous savez qu'on n'a pas le droit de prendre un escalier roulant avec une poussette. Bon. Alors maintenant, appliquez ça à Lausanne, quoi, et voyez juste comment c'est pratique. Donc les enjeux de donner la parole étaient là. C'est vrai que la marche était accompagnée par le bureau Furmobilité, qui est un bureau établi à Berne, qui développe ce genre de marche. Et c'est eux qui sont mandatés par la ville de Lausanne, par le service route et mobilité, pour mener la marche et puis pour tirer les conclusions et établir le rapport. Alors, au niveau des résultats, on en parlait tout à l'heure, effectivement, on n'a pas encore de résultats, le rapport n'est pas sorti. L'idée, c'est d'avoir des mesures, finalement, pour certaines mises en œuvre rapidement, selon la discussion que j'avais eue avec Madame Florence Germont, municipale en charge sur ce point, donc de mettre en œuvre les choses dans un calendrier en fonction aussi de la complexité des travaux qui seront nécessaires, mais d'aller assez vite lorsque c'est possible, et puis de prendre plus de temps ou d'allier ça à d'autres travaux, car il y en a 2-3 prévus au centre-ville à Lausanne, si tout va bien, pour des choses qui demandent plus de grosses œuvres. Après, ça a permis aussi d'avoir ces discussions qui sont toujours assez intéressantes sur les limites de la question et sur nos propres paradoxes. Il y a certaines mesures qui sont prises dans les villes
qui, à première vue, moi, me semblerait attrayante, mais qui, paradoxalement, renforce cette inégalité. On peut penser, par exemple, au fitness urbain. Je ne sais pas si vous connaissez celui qui est installé à Chaudron, au pied de l'administration communale, au fond d'une zone absolument sordide et que tout le monde déteste traverser. Faire un espace de loisirs, c'est plutôt une bonne idée. Enfin, moi, je pensais ça. Vous pensez ce que vous voulez, mais moi, je pensais que c'était plutôt une bonne idée. Mais dans les faits, c'est de nouveau un espace qu'on a réservé à une pratique principalement masculine. Alors, c'est toujours la question, c'est est-ce qu'on doit obliger les filles ou puis les femmes à prendre ces espaces traditionnellement masculins, ou est-ce qu'on doit construire des espaces de pratique qui soient peut-être moins sur des cultes de valeurs traditionnellement viriles, la ville virile, ou traditionnellement féminine? Est-ce que lorsqu'on consacre autant d'argent au stade de la Tuyère, on en consacre assez à construire des lieux où de jeunes gens pourraient pratiquer la danse, le théâtre ou la musique? Parce que je pense que sur la musique, on peut être à peu près d'accord que c'est à peu près égalitaire, quoique si on commence à distinguer par instrument, ça va se compliquer. Bon, alors c'était toutes ces réflexions-là qui étaient des paradoxes, que des fois, en fait, on réinvestit la ville et puis finalement, on creuse cette inégalité alors qu'on essaie de la rendre aux citoyens. Mais pour moi, l'intérêt, ça serait de pouvoir continuer à développer ce genre de projet vraiment dans les quartiers en impliquant plus différents acteurs d'âge et de diversité socioculturelle, de prendre en compte aussi le quotidien, le déplacement ordinaire, le tous les jours, et puis pas seulement les courses en ville, parce que c'est vrai que Saint-François-Bel-Air, ça reste un déplacement ou professionnel ou du week-end, du samedi surtout. Et puis moi, je suis curieuse d'entendre, disons, les spécialistes, parce que moi, donc, je ne suis pas spécialiste du tout, ni de la ville, ni de l'urbanisme, ni de l'architecture. Je travaille dans toute autre chose, je travaille dans le domaine culturel. Moi, je suis plutôt en train de former les comédiens qui étaient sur la vidéo du début. Voilà. Voilà, c'est intéressant pour moi de savoir quels moyens concrets, quelles mesures concrètes on peut prendre pour donner la place ou pour permettre de prendre la place, parce que finalement c'est de ça qu'on parle. Il y a des réflexions aussi intéressantes sur des espaces de vie commune comme les cours de récréation, mais ça peut être les places de jeu, comment les garçons sont toujours au centre et les filles au bord. Et bien sûr que ce n'est pas avec quelques marches exploratoires qu'on résoudra la place qu'on prend et la place qu'on donne, mais ça peut aussi nous obliger à avoir cette réflexion, et puis c'est vraiment dans cet esprit-là que nous avions décidé de le proposer à Lausanne. Voilà. Merci beaucoup, Madame Neumann. J'invite maintenant l'association l'ARES, Elke Schimmel et Sarah Drose à prendre la parole pour vous présenter leur travail. Un micro. Je ne sais pas si ceux qui sont derrière veulent se mettre à l'aise et puis venir un peu devant, vous pouvez vous asseoir ici, plutôt que d'être coincés tout derrière. Il y a de la place encore, venez. Bon. Tant pis pour vous. Donc on se présente, Elke Schimmel qui est urbaniste et anthropologue, et Sarah Drose, je suis ingénieure en transport, ingénieure civil. On fait partie de l'association l'ARES, qui est une association en fait pour la planification et la construction genrée et justement du quotidien. Je ne savais pas que Madame Neumann allait présenter la visite qu'elle avait faite sur Lausanne, mais j'aimerais vous poser une question. Où est-ce que vous vous sentez à l'aise? Et surtout, pourquoi? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette question? Voilà. Nous, on l'a fait. On a posé cette question à des amis, à des collègues, mais qui ne sont pas du tout du métier, parce que les gens du métier, on sont toujours un peu... ils sont biaisés par leur métier, mais il y a des gens tout à fait normaux qui utilisent les villes tous les jours. Et voilà, on a pris 3 exemples. Un, c'est la Mühleplatz à Thun, qui est en fait une place
centrale, dans la vieille ville, avec des petites maisons. Et c'est ça qui a en fait été mis en avant. Donc ça a été dit par 2 personnes complètement indépendantes l'une de l'autre, qui ont dit mais là je me sens bien, j'ai de la place pour moi, il y a du verre, il y a des gens, j'ai même pas peur le soir. Une expression quand même. Non, ça va être bon. Hein? Ah oui, bon. J'ai avancé de 2 maintenant. Un autre endroit qui a été nommé, c'est Vienne. On va en entendre plus après. C'est aussi une grande place en fait dans le quartier du musée, je ne sais pas pour ceux qui ont déjà été, qui a été justement aménagée d'une manière très agréable. Et un 3e projet qui nous a été amené en fait par un père de famille, et je le dis comme ça parce que c'est quelqu'un que je connais personnellement. Et en fait, lui, depuis qu'il est papa, il me parle plus qu'en tant que papa. C'est assez drôle à dire, mais avant, il avait une réflexion qui était tout à fait autre. Et là, quand je lui ai posé la question, mais où est-ce que tu te sens bien et pourquoi, en fait, il m'a parlé que de ses enfants. C'était très intéressant. Et là, en fait, c'est un quartier dans l'agglomération de Berne qui a été construit de manière collaborative, je sais pas, merci. Et en fait, c'est un quartier qui vit, et en fait ses enfants, justement comme il le dit, les enfants ils veulent même plus sortir du quartier. Le week-end c'est on veut être là, on veut rester. Donc là les points communs qu'on a trouvés en fait c'est des endroits complètement différents. Les gens qui nous ont transmis ça, ils nous ont parlé du pourquoi en fait avec des mots différents, mais pour finir on a pu remarquer que les éléments que nous on regardait, donc des questions de se sentir bien, c'est souvent lié à des espaces et aussi à une question de sécurité. Généralement, des villes peuvent être considérées comme des endroits assez égaux, avec des habitants qui sont bien émancipés, surtout comparé aux petits villages. Mais quand on considère la ville la plus grande de la Suisse, Zurich, on voit assez bien qu'il y a des différences. Le taux d'activité professionnelle n'est pas égal chez les femmes et chez les hommes. Donc, il y a plus d'hommes qui travaillent, qui ont un travail rémunéré que de femmes. Et on observe ce fait sur tous les groupes d'âge. Donc, il n'y a pas de différence, pas de différence grande. Un autre exemple, et je pense que ça va un peu dans la direction de Madame Neumann, elle a déjà parlé un peu sur ce fait, c'est qu'il y a aussi des différents itinéraires pendant un quotidien. Donc, ça dépend vraiment si on a des tâches ménagères, si on a des soins, et après aussi un travail rémunéré. Donc, on a un itinéraire pendant un quotidien qui est beaucoup plus complexe qu'une personne qui travaille seulement et peut-être fait des courses en retournant chez soi. Donc on voit qu'il y a des différences et là aussi c'est surtout les femmes qui ont qu'on peut observer que statistiquement ils ont des voies plus complexes pendant ces quotidiens. En fait, avec tout ce qu'on a remarqué, que la littérature a déjà recherché, en fait, la RES s'est développée et on est un réseau professionnel, comme vous l'avez dit avant, qui essaye en fait de changer justement les idées. On dit la ville, on ne va pas la changer en tant que telle. Une route, elle est construite pour 50 à 100 ans, donc on a encore un peu d'avenir devant nous. Mais en fait, que déjà, comme vous l'avez bien dit au départ, que les idées changent, qu'on arrive à ce changement culturel où tous les besoins des usagers et des usagères, en espérant que ces besoins vont aussi changer et s'adapter, que peut-être les pères vont plus souvent être en route avec les poussettes en ville, que tous ces besoins-là, en fait, puissent être repris dans la ville ou aussi dans les villages, bien sûr, que nous construisons actuellement pour que peut-être dans 20 ans, on ait une ville qui soit un peu plus équitable qu'aujourd'hui. La vision en fait de notre association, c'est, bien sûr c'est une vision un peu utopiste, mais on essaye d'y arriver, c'est que, je vous laisse lire, d'avoir un espace en fait où tout le monde peut s'épanouir
et se réaliser comme il veut selon ses préférences, ses capacités et sans préjugés. En fait, on a aussi remarqué qu'il y avait des ségrégations par rapport à l'âge, il y avait des ségrégations bien sûr par rapport au genre, comme on le voit aujourd'hui, mais qu'en fait il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à faire dans la ville aujourd'hui, qu'on pourrait faire avec des simples aménagements. Une jolie vision, n'est-ce pas? Et vous êtes certainement intéressé d'apprendre un peu plus quel outil il y a pour planifier et construire une ville pour toutes et pour tous, et surtout sur notre expérience qu'on a. Et on a très outils qu'aime bien vous présenter ce soir. Il y a un exemple viennois, Sarah l'a déjà dit et je pense que je ne peux pas le cacher tellement facile que je viens de Vienne. Donc en allemand c'est plus évident. À Vienne, on a aussi beaucoup c'est clair, beaucoup de processus de planification et la ville est aussi très tentée de faire des un processus de planification dans les projets urbains et des fois c'est comme ça, peut-être rendu d'inconnu, mais ça existe aussi. Et si on considère les formats sensibles au genre et à la diversité, on a bien un autre résultat sur les processus de planification, de participation. Donc, on voit vraiment qu'il y a une différence. Et on attire un autre public, mais on attire aussi il y a des champs plus jeunes, plus âgés, plus divers. Et on a des discussions plus riches, plus diversifiées et des fois aussi plus difficile et des fois c'est vraiment un peu plus compliqué pendant les processus de planification, mais à la fin ça vaut la peine. C'est un peu le résultat de ces projets urbains qu'on a fait avec une participation différente à Vienne. Là, je veux vous présenter un exemple. On a réorganisé ou redessiné une place à Vienne. Et là, on disait qu'on ne veut pas que les gens viennent quelque part, mais que les autorités viennent sur la place, se présentent là-bas et parlent avec les gens. Et les gens ont reçu des petits... Je pense que c'est autocollants, donc les petits stickers. Et ils ont reçu des stickers rouges et bleus. Et après, la demande, c'était de dire, selon différents scénarios pour la réorganisation et reconstruction de cette place, ce qu'ils préfèrent. Donc, on les a mis différentes images parce que c'est toujours très facile de s'orienter sur les images avec les différentes ambiances qu'ils ont. Et on a laissé les juger ce qu'ils préfèrent. Et les autocollantes rouges et grandes, c'était pour les femmes, petit pour les filles et bleu, grand pour les hommes et bleu petit pour les garçons. Donc à la fin de la journée, les autorités ont eu une information non seulement dans sa totalité, mais aussi selon les différents sexes dans ce cas-là. On a aussi des processus qui ont été faits en Suisse. Le premier que je vous présente, en fait, c'est un plan qui a été fait pour le Pfingstweidpark, un parc à Zurich, pour ceux qui le connaissent. En fait, là, dès le départ, les autorités ont dit on veut prendre cet aspect genre et cet aspect du quotidien, en fait, dans nos exigences de base. Et là, vous voyez, on ne l'a pas traduit, on s'est dit c'est plus pour l'image que pour les contenus. Ils ont demandé, en fait, un plan justement pour les genres, en disant montrez-nous dans votre plan où est-ce que vous allez faire un coin qui est plutôt pour les personnes âgées, un coin plutôt pour les enfants, un coin plutôt pour les activités sportives,
avec en fait des endroits où on peut se retirer, des endroits où on a plus d'activités qui sont bien plus animées, mais aussi avec des questions de visibilité. Obligatoirement, il y a aussi les aspects de mobilité par rapport aux personnes handicapées. Et en fait, ils les ont pris aussi dans la liste de critères. Donc vous voyez, ici, c'était vraiment en fait un critère. Est-ce que les gens qui ont fait ce concours ont vraiment pensé à ces aspects? Donc ça a été pris en fait comme critères, comme les critères qu'on a. Est-ce qu'on a répondu aux normes SIA? Est-ce qu'on a répondu aux normes BSS? Et là, c'était est-ce qu'on a répondu à tous les critères genre? Dans ce processus, en fait, il y avait aussi des expertes de l'ARS qui ont pu participer, donc qui étaient vraiment prises dans le jury, qui avaient en fait que cette vision-là à défendre. Donc il y avait tous les gens de la construction qui étaient là, les gens de l'entretien, et donc à part égale, il y avait les dames de l'ARS qui ont pu prendre part dans ce jury. Le dernier exemple qu'on peut vous présenter, c'est un exemple en fait qui a été fait, vous voyez, en 2004-2005, la gare de Berne. C'est un projet en fait qui a une longue histoire. Il y a un plan, un master plan, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais un plan général, je crois, plan directeur, qui a été fait dans les années 1990, je crois. Donc, avec déjà une réflexion avec des femmes qui ont pu dire qu'est-ce qu'elles voulaient, mais en fait, elles n'avaient pas de pouvoir sur le projet. Elles étaient juste expertes. Où on a déjà demandé, on a déjà essayé de voir quels sont les besoins, qu'est-ce qu'on devra faire sur cette place, à quoi devrait répondre la place. Et en fait, en 2001, il y a un projet qui a été dessiné qui voulait couvrir toute la place de la gare. Je ne sais pas si vous la voyez, je vous aurai des images après. Et ce projet, en fait, a été rejeté au Parlement. À ce moment-là, on a dit on va reprendre le projet. Et en fait, il y a des parlementaires qui ont dit si vous recommencez, vous prenez un groupe de femmes et vous le mettez en fait en tant que maître d'œuvre en fait. Vous le mettez à part égale par exemple avec les transports, les Berne Mobiles, les transports publics bernois. Donc ces femmes avaient un pouvoir qui était beaucoup plus grand, donc c'était des expertes, il y avait des architectes, des urbanistes, des ingénieurs en transport et des sociologues dans ce groupe. Donc elles avaient vraiment un pouvoir, elles étaient là à chaque séance et elles avaient le cahier de charge en fait de regarder les critères de sécurité dans l'espace urbain. Donc on a les questions d'éclairage, on a les questions d'animation de la place, donc comment la place sera utilisée, qu'est-ce qu'on va mettre comme mobilier, mais justement en question de besoin, que ce soit pour les genres, mais justement aussi pour le quotidien. Il y avait aussi où se déplacent les piétons, combien de place on a besoin pour ces piétons-là. La qualité urbaine, comme vous le disiez avant, il y a des aspects qu'on peut dire, voilà, on a besoin de 1,50 m par personne avec des bagages ou une poussette, mais après il y a tous les critères un peu plus fins, quelle hauteur on a, donc quelle largeur on a besoin, parce que c'était en fait la place au niveau supérieur, mais aussi le sous-voie ou le passage souterrain en fait pour arriver au tram. Et ce projet-là, en fait, a été un projet déclencheur pour l'ARES. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, l'ARES a été un projet justement initié par ce projet-là pendant donc de 2008 à 2013. Attends, je sais plus les pronoms en français. Le bureau de l'égalité de la Confédération avec le bureau de l'égalité de la ville de Berne et le département d'urbanisme de la ville de Berne ont financé un projet où justement il y avait une personne engagée par la ville de Berne qui était vraiment responsable d'acquérir des projets et de le faire superviser ou expertiser par des femmes. Et ce projet donc a fait, je pense, une dizaine de projets en tout qui ont été analysés avec des résultats plus ou moins satisfaisants, mais en tout cas qui a animé la discussion. Est-ce qu'il y a besoin de ces femmes et comment, ou est-ce que les hommes peuvent aussi faire la même chose? C'est toujours la même question de la place qu'on peut prendre. Et après 2013, le projet malheureusement a été abandonné et du coup on a créé l'association pour continuer à prendre
ces questions. Pour avoir encore quelques images, vous voyez la place de la gare en fait avant qu'elle soit reconstruite. C'était vraiment une grosse route en plein milieu, en travers des bâtiments en fait. Et en bas, vous voyez le projet comme il a été modifié. Donc en mettant la route un peu au bord, donc une route qui a à peu près 22 000 voitures par jour et 200 000 piétons. Pour voir les relations, c'est la place que prend la voiture, mais bien sûr il y a aussi des bus dessus, donc on ne peut pas complètement les enlever malheureusement. Et là, une des acquisitions, on va dire, de ces femmes qui étaient dans ce projet, en fait, était qu'au départ, je me mets là, donc là vous avez en haut la gare avec les trains, et vous devez passer soit en sous-voie, soit par-dessus, pour arriver au transport public urbain, donc au tram et au bus. Et pour ceux qui connaissent, il y a ici une sortie et là en bas une sortie. Et en fait, au départ, cette sortie-là était tournée vers les trams, pour arriver le plus vite possible au tram. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, vous êtes sous voie dans un corridor pas très très large, parce que y a des ruines de la ville qu'on ne peut pas enlever dessous. Et du coup, en fait, vous arrivez dans un corridor où vous devez faire demi-tour en fait pour arriver à monter vers vos trams. Et par exemple, ça c'est quelque chose qui a été apporté par ces femmes en disant non mais réfléchissez pas au chemin le plus court, mais au chemin le plus sûr en fait. Et comme ça, ils ont tourné ces escaliers-là en disant en fait quand on est dans le sous-voie, on voit la lumière, ça nous attire là-bas, on va plus facilement y aller que si on a des angles morts en fait où on ne verra pas la lumière. Voilà, encore deux impressions pour ceux qui ne l'ont peut-être pas exactement dans l'œil. En bas, vous avez une fois le sous-voie, donc où elles ont aussi regardé pour qu'on ait des espaces suffisants, pour qu'il n'y ait pas tout qui soit pris, parce que bien sûr, c'est du terrain qui vaut très cher. Le but des CFF, c'était de faire du profit. Donc ils auraient voulu mettre plus de magasins, plus d'espace pour les commerces, où là, il a été fait un grand travail sur justement l'espace qu'on a besoin pour s'en sentir bien, mais aussi les lumières, comme vous voyez, c'est très très clair en fait comme endroit. Tout au fond, vous voyez peut-être en rouge les sorties. Là, vous voyez un peu cette lumière-là qui en fait justement sont ces deux escaliers que je vous ai expliqués avant. Et en haut, en fait, les places qui ont très peu d'ameublement, mais aussi qui ont été quand même construits en espérant suffisant, qu'on ait un bon équilibre entre l'aménagement qu'on a besoin pour utiliser les transports publics, mais des aménagements qui ne sont pas non plus là pour accueillir tous les gens de la société. Et maintenant, on fait un peu de pub. Pour ceux qui veulent venir voir, en fait, on fait en la récente tour, on appelle ça, on va visiter ce projet-là avec les femmes qui ont fait ce projet à l'époque. On espère aussi pouvoir avoir la ville qui vient avec nous et les CFF. Donc prenez note de la date, venez avec nous. Et en fait, le but de ces tours, c'est vraiment de voir ce qui a été fait, mais aussi une grande discussion après pour voir quelles sont toutes les impressions que vous avez prises et qu'est-ce qu'on peut prendre avec pour d'autres planifications. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'invite maintenant Madame Chad à venir nous présenter les études qu'elle mène à l'ETH. Merci beaucoup. Je crains que je vais changer un peu de style, le format du séminaire, je crains, mais je vous remercie pour votre attention et aussi je vais m'asseoir pour ça. Si les structures bâties ne représentent pas nécessairement une différence sexuelle, comment exactement créent-elles et maintiennent-elles des sphères distinctes ? Pourquoi l'approche de la modernité orientée vers une architecture neutre, modelée d'après une image universelle de l'homme idéal, a, justement pour cette raison, créé des uns et surtout des exclusions ? Devrions-nous donc remettre en cause justement sa prétention d'un universalisme et comment ceci se manifeste en structure bâtie ?
Voilà quelques questions qui ont motivé mon collègue Thorsten Lange et moi à proposer un séminaire de lecture et de recherche sur les interrelations de construction de genre, stéréotypes et spatialisation spécifique. Dans sa première édition, ce séminaire a eu lieu en automne 2017. 18, avec des étudiants et étudiantes en architecture à l'ETH Zurich dans le cadre de l'enseignement de la théorie d'architecture à l'Institut pour l'histoire et la théorie de l'architecture. Nous venons juste de terminer le semestre actuel avec une deuxième édition plus spécifique de notre cours Architectures of Gender, mais je vous en parlerai plus en détail dans quelques minutes. Parlons d'abord du début de cette initiative datant de l'an dernier. Partant d'une discussion sur le nombre de femmes enseignant l'architecture à l'ETH Zurich, nous voulions clarifier qu'on peut être intéressé à s'engager à comprendre les interdépendances entre genre et espace inscrites et produites par l'architecture sans tomber dans un préjugé suivant lequel les femmes architectes concevraient ou construiraient différemment que les hommes. En revanche, nous étions certains qu'il était absolument hors de question d'argumenter par des analogies biologiques, comme le fait par exemple le professeur Ursi dans son œuvre The Monumental Impulse, Architecture's Biological Roots. Les termes féminin et masculin avaient été utilisés abondamment comme métaphore dans le discours sur l'architecture du XVe ou XIXe siècle. Cependant, le nouveau foyer du discours architectural établi par l'architecture moderne au XXe siècle était une forme considérée comme neutre. Par conséquent, le vocabulaire décrivant la forme changeait aussi. Le discours sur la forme se cachait derrière un conflit entre forces physiques, comme par exemple la gravitation, qui semblait être neutre. Pourtant, des jugements de la maîtrise de la gravitation étaient identifiés avec la tension résultant de la structure musculaire du corps masculin. Nous avons décidé de concevoir le cours Making Difference Architectures of Gender autour des constructions historiques des différences entre les sexes, entre sexe et genre, et entre la création de sphères séparées. Il nous paraissait important d'aborder la sexualité comme discours qui a créé des catégories et des normes. En nous appuyant d'abord sur les analyses de l'histoire de la sexualité par Michel Foucault, nous avons ensuite introduit les pensées de différentes vagues du féminisme occidental. Surtout la façon de déconstruire les dictions quotidiennes argumentées par la philosophe Judith Butler avec l'approche de queer feminism. Elle a prouvé utile afin d'analyser nos comportements inconscients, nos manières de juger et de parler. Les idées reçues sur le genre sont bouleversées alors. On l'envisage non plus d'un mode binaire, mais plutôt comme une identité variable que les acteurs peuvent changer et réinventer au cours de leur vie. Ce qui suppose qu'il est difficile de définir une identité par le sexe ou par la sexualité des individus. En revanche, cette approche nous a aidés à comprendre jusqu'à quel point la performativité des comportements quotidiens, inconscients, contribuait aussi à une homogénéisation de l'espace, créant des programmes et des types d'espaces spécifiques attribués au genre. Nous nous sommes alors penchés sur différents textes dont les auteurs ont essayé de dénormaliser l'environnement bâti. Ce désir de savoir s'est traduit dans une structure en 3 parties du séminaire.
Alors, après cette introduction théorique, cette approche théorique de Butler et Foucault, on a fait 3 cours sur le sujet de sexe, genre, sexualité et ségrégation spatiale. Puis on est passé vers les politiques queer, dénaturalisant l'espace normatif. Et on a terminé avec les approches méthodologiques et introduisant une pluralité de voix dans les différentes vagues du féminisme. On a conclu que le mode d'investigation et de narration influence nos perceptions de la réalité, alors il fallait qu'on discute aussi des approches de l'histoire et de la critique de l'architecture. En commençant par des textes qui se concentraient sur les séparations de genre dans les plans et les perspectives des habitantes et visiteurs des bâtiments, nous avons lu les analyses de Beatrice Colomina, des projets d'Adolf Loos. Comme par exemple de son projet pour une villa à Joséphine Baker, où Colomina réfléchit sur les aspects de l'objectivation, de la surveillance et de la position attribuée à la femme dans la sphère domestique par rapport aux constructions d'axes de vue et d'encadrement reflétant des structures de pouvoir asymétriques. Cette méthode, empruntée à la théorie du cinéma et introduite par Colomina à la fin des années 90 à la discussion de l'architecture, a elle-même été un objet de réflexion et d'historisation méthodologique pour notre cours. Paul Preciado a bien démontré les interdépendances entre promiscuité, mode de travail et d'aménagement domestique confectionnés pour l'homme célibataire dans ses déconstructions des intérieurs porno-utopiques figurant dans la publicité publiée au Playboy Magazine à partir des années 50. Puis passons dans des toilettes, disons, Terry Cogan discute comment l'industrialisation a contribué indirectement à la ségrégation des sexes par la construction d'un ordre moral. Les femmes sortant de la maison pour aller travailler à l'usine devraient être protégées dans l'espace hors du privé. La ségrégation des sexes aux toilettes était un des moyens introduits. En même temps, l'intégration des toilettes dans des sites de production a augmenté l'efficacité au travail. Depuis l'ère victorienne, l'identification et la limitation à 2 sexes s'inscrivaient donc dans les structures architecturales. Ce n'est pas seulement l'ignorance d'un spectre du genre, mais aussi d'autres attitudes discriminatoires qui résultaient donc en ségrégation spatiale. Tandis que nous trouvons tout à fait possible de partager une toilette avec différentes personnes à la maison, les régulations et installations nous imposent paradoxalement cette séparation binaire dans les espaces publics et semi-publics comme des restaurants par exemple. Les lectures proposées ont mené en ce cas-là à une investigation des conditions sur le site du département de l'architecture à l'ETH. D'abord, les étudiants ont bien examiné les régulations concernant les toilettes des bâtiments publics. Puis, ils ont expérimenté avec les signalisations des toilettes et documenté les réactions des passantes. Ils ont aussi fait une fiche d'enquête où on pouvait marquer comment on a trouvé cette expérience et si c'était un truc qu'ils supportent. Finalement, ils ont compté le nombre d'étudiants et d'employés et ont comparé la proportionnalité de toilettes pour hommes, femmes et de signalisation neutre. Au-delà des notions de la sexualité dans l'espace et des manifestations de ségrégation de sexe, nous nous sommes demandé, avec la philosophe anglaise Sarah Ahmed, quelles sont les spatialités d'une vie non hétérosexuelle.
comment une zone de confort peut être trop souvent moulée sur des suppositions de rôle du quotidien hétéronormatif. Mais aussi, quelles sont les niches dans le tissu urbain où se manifestent des formes de vie déviantes et pourquoi il est nécessaire qu'elles puissent être exclusives et non inclusives, même si elles sont liées à un mouvement d'inclusion. Voilà, je commente un peu ces images. C'est un projet artistique, Mark Robbins, qui a documenté la sphère domestique, aussi des couples non hétérosexuels. Et dans ce cas-là, on ne voit pas vraiment une différence qui est liée à cette orientation. Par contre, on a des métaphores très fortes qui ont été analysées aussi comme métaphores du moral, d'ordre moral, et qui ont servi ce mouvement d'inclusion et de libération, mais qui ont précisément argumenté avec des notions spatiales. Et ça, c'est l'affiche d'un film que je vous recommande beaucoup par l'artiste Wu Tsang sur un espace, un safe space pour la scène queer à Los Angeles. S'agissant des approches méthodologiques et de la pluralité des voix dans les différentes vagues du féminisme, il fallait aussi qu'on discute des approches de l'historiographie, c'est-à-dire de l'histoire et de la critique de l'architecture. Quelles sont les positions théoriques et non d'architectes qui représentent ce que l'on considère le canon architectural ? Comment l'objectivité positiviste ainsi qu'une perspective universaliste installe-t-elle une voix du chercheur apparemment neutre ? Quelles sont les stratégies à donner au savoir au lieu de cette neutralité prétendue ? Comment est-ce que nous construisons nos récits et nos analyses ? Est-ce qu'il nous faut toujours un unique agent héros ou est-ce possible de parler plutôt de collectifs, de constellations et de réseaux ? Pour conclure cette première proposition de séminaire, nous avons enfin revisité les pratiques pédagogiques et les contributions à l'autoréflexion de la discipline et de la pédagogie dans le cadre de l'université, stimulée par le mouvement activiste des assistantes à l'ETH, la Parity Group. Après un semestre de pause et une auto-évaluation scrupuleuse, nous avons continué la série centrant notre séminaire, cette fois-ci, sur le travail de reproduction, qui est si nécessaire pour toute production aussi dans la profession d'architecte. La capacité à procréer et à nourrir du corps féminin a trop souvent été traitée comme condition préalable pour l'expropriation du travail non payé des femmes, dans le cadre de la reproduction et plus largement. Cette normalisation non seulement dévalorise toutes sortes de travail de soins et de maintien au niveau affectif, mais la rend aussi invisible et la pousse même dans l'oubli. Nous nous sommes donc demandé comment cette mentalité s'inscrivait dans la planification de maisons individuelles jusqu'à l'aménagement urbain. Pour comprendre et analyser la critique féministe en différentes époques, l'estimation critique de la philosophe Nancy Fraser nous a fourni un cadre. Voilà, elle parle, disons, de trois époques. L'époque liée à l'industrialisation à la fin du 19e siècle, qui crée des sphères séparées et des ségrégations domestiques. Puis, on a ce qu'elle
qu'elle appelle l'âge de consommation, où l'État intervient plus fortement, mais en même temps, il y a ce nouveau idéal de la femme au foyer qui est aussi une nouvelle personne qui consomme. Et l'ère actuelle, le capitalisme financier qui, suivant Fraser, nous rend voilà quelques images comme ça se manifeste à l'espace. Et en décrivant la période actuelle du capitalisme financier, Fraser parle en plus d'une crise de travail du soin qui affecte tout un ensemble de services interdépendants, en particulier la chaîne mondiale des soins. La conséquence de la répartition du travail dans les ménages à 2 salaires est que tous s'engagent dans une activité professionnelle en dehors de la maison et ont ainsi besoin de quelqu'un autre qui reprend les tâches domestiques contre rémunération. Pour répondre à cette demande de force de travail, des migrants confient leurs propres enfants et parents âgés à d'autres membres de la famille pour aller se mettre au service des familles aisées ailleurs dans leur pays ou à l'étranger. La majorité sont des femmes. Cela va de travailleuses domestiques non qualifiées jusqu'au personnel qualifié des services de santé. Plutôt que de créer des conditions qui pourraient faciliter l'évolution des modalités d'organisation et de valorisation de ces services à la personne, l'importation de main-d'œuvre déplace le problème en ne touchant pas à la répartition inéquitable du travail. Ces interdépendances créent des spatialisations spécifiques. L'espace éphémère qui fait surface régulièrement lors de rassemblements de travailleuses domestiques pendant leur seule journée libre à Hong Kong n'est qu'un exemple, mais un des plus connus. Afin de réfléchir sur quel plan les problèmes discutés dans nos cours renouent aussi avec l'environnement construit qui nous entoure, nos étudiants ont conduit des petits projets de recherche à Zurich. Et je vous en parlerai dans quelques minutes, mais d'abord, voyons un peu le programme de ce séminaire, juste en bref aperçu. Voilà, le travail domestique et là aussi la dimension historique de ce discours, quand il a surgi et qui étaient les positions plus importantes qui avaient quelque chose à dire là-dessus. Et surtout les analyses de Dolores Hayden, on a trouvé en toujours très valables. Aussi, ce que promet la technologie, même jusqu'à nos jours, avec la numérisation, mais ces auteurs ont très bien démontré qu'elle crée des nouvelles attentes et aussi des nouvelles dépendances. Ce screening a été très bien reçu par nos étudiants parce qu'on l'a combiné aussi avec un texte plus classique qui discute l'œuvre de Koolhaas d'une manière plus centrée autour de la promenade architecturale. Et si on voit dans ce film la promenade de la personne qui doit nettoyer tous ces locaux, on comprend très bien aussi l'asymétrie qui crée cette architecture et même pour les autres membres de la famille. Voilà. Et nous sommes passés de discuter sur les questions d'accès
mais si je dis ça, accès, c'est encore une formule un peu trop neutre, mais on essayait d'introduire l'approche de l'architecte Joss Beuys qui voit beaucoup de potentiel si on prend les expériences quotidiennes des personnes handicapées comme une source pour la créativité et comme une source pour des expériences en architecture. Et pour discuter ça aussi avec un architecte qui enseigne chez nous à l'école, nous avons organisé ce table ronde et justement pour mettre le sujet pour une fois au centre de l'ETH parce que normalement les discussions sont beaucoup plus formalistes. Aussi d'autres dimensions d'architecture dédiées aux soins liées, disons, au catholicisme ont été discutées. Là, on repart sur le sujet de migration et la chaîne mondiale des soins. Et bien sûr, aussi des projets artistiques ont contribué à la discussion d'infrastructures. Voilà, on a conclu le programme du semestre avec une compréhension plus écologique et des différents modèles d'habitation qui ont été introduits et discutés. Oui. Alors, pour revenir sur ces petits projets de recherche que nous étudiants ont conduits, ils ont par exemple, sous le titre de Gender Mainstreaming and Urban Policy, Vienna versus Zurich, recueilli des informations concernant l'intégration des questions de genre dans les processus de mise en œuvre de tout programme de développement urbain. Si la ville de Vienne a élaboré un code stratégique, la ville de Zurich ne dispose pas encore de guide ou de code des bonnes pratiques comparables, même si le comité d'urbanisation inclut actuellement une variété de conseillers et conseillères. Un effort à longue échéance n'est pas à l'ordre du jour si on en croit le plan directeur communal de la ville de Zurich jusqu'à l'année 2040. Autour du sujet Housing Models, Care Work, Reproductive Labor, un autre groupe a comparé différents modèles d'habitation qui proposent soit une répartition collective des travaux ménagers à partir du modèle alternatif du grand ménage, soit des versions plus récentes qui financeraient ou externaliseraient les services domestiques tout en adoptant une logique néolibérale, comme par exemple James.ch ou The Collective à Londres. Un autre groupe s'est penché sur les nouvelles technologies et l'automation à la maison, voire encore un autre à réviser l'histoire de la fondation, de l'association Lighthouse à Zurich, qui a été fondée pour pendant la crise du sida dans les années 1980 et qui est passée qui a été modifiée en hospice palliatif. Puis après, un autre groupe encore a examiner l'architecture pour des personnes handicapées
plus précisément un exemple à Zurich, le Mathilde Escherheim, qui a que des rampes, presque que des rampes, où la rampe est la structure plus représentative qui met l'espace public vraiment en valeur, comparable à un grand escalier, mais c'est une rampe et aussi on trouve presque ou même pas tellement d'ascenseurs dans ce bâtiment. C'était un exemple, et puis un autre groupe a regardé ce qu'il faut comme maintien pour maintenir l'infrastructure du département d'architecture à l'ETH. Ça commence avec les personnes qui nettoient, mais aussi y compris tous les structures plus politiques où les étudiantes eux-mêmes aussi peuvent intervenir, et on a discuté jusqu'à quel point ça fournit aussi une sorte de maintien. Donc, ces petites enquêtes sont un premier essai en vue de développer plus tard les outils d'analyse, mais elles visent aussi, en s'appuyant sur cette nouvelle conscience, à stimuler les étudiantes à la réflexion sur le mode de vie et sur les expériences dans les conceptions architecturales. Nous savons cependant très bien qu'une répartition des tâches plus équitable et plus juste, comme par exemple une revalorisation ou même une rémunération plus adaptée pour toutes sortes de travaux de maintien et de soins, ne dépend pas seulement des projets architecturaux. Néanmoins, l'architecture témoigne de nos attitudes et attentes sociales et les impose aux personnes. Et ce que vous voyez là, c'est le format bloc qu'on a fondé avec la première itération de notre cours, où les étudiants écrivent des petites notes sur les textes et les discussions qu'on a eues dans le séminaire, mais on l'utilise aussi comme une sorte de plateforme ou archive pour faire une collection d'informations qui comprend aussi des conférences sur des sujets liés ou des événements qui pourraient être d'intérêt. Oui, voilà, c'est ce qu'on a fait dans ce séminaire, et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. J'invite toutes les intervenantes peut-être à prendre place. Vous êtes au nombre de 4. Pour lancer le débat, j'ai une petite question quand même pour vous, Madame Chad. Vous avez beaucoup de succès, vous m'avez dit tout à l'heure. Vous avez dû refuser des étudiants. Vous avez autant d'étudiants que d'étudiantes ou... Alors, heureusement, pour cette deuxième itération, il y avait 70 personnes qui voulaient y participer. C'est bien sûr que c'était beaucoup trop pour un séminaire de lecture et de recherche, donc on a dû limiter le nombre à 30 personnes. Et je dirais un tiers, c'était... des hommes, ou je ne sais pas comment ils se définissent, mais voilà. Mais c'est vrai que dans ce cas aussi, on a eu plus d'étudiantes. Mais ouais, on s'approche à 50-50, j'espère. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Première question sur la plus difficile. Qui se lance ? Personne ? Je vais en lancer une. Si ? Ça vient ? Ah, Guy, merci.
Moi, j'avais une question plutôt pour Madame Neumann. Bon, une ville virile, évidemment, comme mec, ben, voilà, ça m'interroge. On a évoqué la question de... Enfin, je me demande si la question n'est pas autour plutôt de la civilité, de la citoyenneté. Est-ce qu'on crée des espaces et des lieux qui promeuvent d'une façon ou d'une autre la citoyenneté, tout simplement? Et est-ce que la question n'est pas à chercher aussi du côté du rapport qu'a le citoyen avec l'espace public? J'ai dans la tête l'idée que les gens du Nord sont plus liés à l'espace public parce qu'ils pensent que c'est le leur, et ceux du Sud un peu moins. L'État pourvoira. Donc est-ce que, par exemple, vous avez parlé dans vos promenades, à un moment donné, vous avez mentionné les poubelles. Je me suis dit, tiens, ça c'est vachement intéressant. Ça veut dire qu'on équipe l'espace public de façon à rendre les gens plus citoyens, donc peut-être plus respectueux de la question du genre. Je ne sais pas s'il y a exactement une question, mais ceci dit, c'est vrai que la question de rendre la ville accessible à tous les usagers et les usagères, et sans forcément se limiter à la question des femmes et des hommes, a été assez présente dans cette marche. Et puis c'est vrai que la responsabilité de chaque habitant, marcheur par rapport à cet espace était assez centrale. Et le souci, voilà, de prendre soin de nos espaces était vraiment présent chez les personnes qui étaient là. Après, pour l'anecdote, c'est drôle, c'est qu'il y a une participante que je connaissais pas, mais que j'ai recroisée dans un bus quelques temps plus tard, qui m'a dit qu'elle pensait aller à une marche qui était une sorte de nouvel exercice sportif dans la ville. Donc elle n'avait pas du tout compris comme un enjeu d'urbanisme ce moment. Elle pensait que ça serait une espèce de nouveau fitness, mais sans culte du corps. Voilà. Bon, voilà. Mais donc ça c'est l'anecdote. Mais c'est vrai que sur comment on occupe et on exploite notre espace, c'était assez central et on sentait que toutes les participantes, elles avaient cette question du soin, de nouveau le soin, le care, à y apporter, et que ça c'était central et au-delà du genre. Après, si est-ce qu'on est plus respectueux au nord ou au sud, ça, je sais pas, c'est peut-être des observations courantes, mais c'est vrai que la poubelle où on s'assied, est-ce qu'on pourra jeter notre papier, ça c'était important. D'autres questions? Merci. Merci. Bonsoir. Comme l'a dit, mentionné Sarah, j'ai la chance de siéger à ses côtés au Grand Conseil et d'avoir assisté à ces dépôts et à ces débats assez extraordinaires. Et j'ai le souvenir aussi, voilà, quelques semaines auparavant, moi auparavant, j'avais déposé l'interpellation à propos du harcèlement de rue qui a donné lieu à la vidéo qu'on a vue au début. Et en fait, nos collègues nous avaient dit « Ah, mais c'est la même chose, traitez-les ensemble ». Et en fait, ça me rappelle que c'est très bien que voilà, il y a eu cette présentation du début, à savoir qu'on doit se battre en fait pour faire la place à ces sujets-là. Et j'ai à la fois un appel et une question. C'est que l'appel, c'est qu'on se rend compte que finalement ces histoires de trottoirs dont Sarah Neumann a parlé, c'est pas qu'il y a un complot mondial contre les femmes qui poussent des poussettes, évidemment. C'est que simplement les personnes qui décident de qui déneige, c'est principalement des hommes qui ne poussent pas des poussettes. Et en tout cas des gens qui ne poussent pas des poussettes, elles sont principalement des hommes. Et donc mon appel, ce serait qu'il faut mettre plus de femmes, ou en tout cas de gens qui poussent des poussettes, et pour le moment ce sont des femmes, ou des gens qui portent des talons, ou des gens qui amènent leurs grands-parents ou leurs parents à l'hôpital, dans les positions de pouvoir et de décision. Et puis ma question, elle s'adresse plutôt aux deux représentantes de l'association Lars, qui, dans le cadre de votre pratique à vous, nous on a fait face à beaucoup de résistance en fait quand même, comme l'a raconté ma collègue, et on va y faire face encore beaucoup. Et je sais que dans le milieu de l'architecture, mais comme dans beaucoup de milieux qui sont encore principalement dans les positions de pouvoir et de décision dominées par des hommes, mais qu'il y a une majorité de femmes, ou en tout cas on s'approche de l'égalité dans la pratique, les médecins, les architectes, il y a d'autres, les ingénieurs, il y a d'autres exemples comme ça. Il y a
ce conflit où on doit se battre pour faire sa place. Est-ce que vous avez aussi cette expérience-là où, ça a l'air de s'être bien passé à Berne, finalement ça s'est arrêté. Est-ce que c'est parce que finalement on a considéré que cette question de genre n'était pas intéressante, ou bien est-ce que c'est parce que vous avez plus gagné, que vous avez cette fois perdu là quand il a fallu renégocier? Comment ça se passe dans votre pratique à vous de combat dans ces est-ce que c'est du combat en fait dans ces moments-là? Alors, pour répondre à la première question par rapport à l'ARS, en fait, j'en ai discuté avec la chef de projet de l'époque, et la raison pourquoi ils n'ont pas continué, c'était de dire, voilà, maintenant vous êtes plus de femmes dans le domaine, on est sensibilisés, donc il n'y en a plus besoin. Voilà. Les gens changent, on le sait. D'ailleurs, plus aucune des femmes qui ont fait l'analyse à l'époque n'est à la même place. Donc, je les ai toutes retrouvées, mais dans d'autres bureaux, à d'autres endroits. D'ailleurs, c'est assez drôle, elles ont changé. Il y en a une qui était à l'administration, qui est maintenant dans le bureau privé, et l'autre qui était dans le bureau privé a passé à l'administration. On voit que ça change, que ça évolue, et qu'en fait, il faut tout le temps y rester. C'est pas quelque chose qui se fera en une fois, en un claquement de doigts, tout le monde sera sensible aux gens. Je crois que c'est vraiment quelque chose où il faut rester. Après, par rapport à la résistance, oui. Alors la première question qu'on nous pose, en tout cas à moi en tant qu'ingénieur en transport, c'est « Ah, vous faites des places de parc pour femmes ?» Non. Le but, c'est qu'on n'en ait plus besoin des places de parc pour femmes. Et là, en fait, on a aussi remarqué que, oui, il y a beaucoup de résistance, comme l'a dit Madame Neumann au début. Je reconnaissais tout à fait ce qu'elle disait par rapport aux expériences qu'on fait. Je crois qu'à toutes les conférences qu'on va ou qu'on discute, c'est aussi la même chose, qu'il y a ces résistances et qu'en fait, on parle souvent en public déjà conquis. Donc, comment accéder aux autres? Et là, avec nos collègues, on essaye vraiment aussi d'aller dans les administrations, de faire en fait de promouvoir un peu les choses à des endroits, d'aller proactivement chez les gens pour essayer de faire évoluer les idées, en essayant justement de leur faire comprendre en fait quelle est la plus-value, et pas justement qu'on veut faire concurrence. On ne veut pas leur expliquer comment nous on fait juste, parce que nous on fait aussi des fautes comme tous les autres, mais en disant voilà, avec les outils en fait qu'on vous a montré avant, de dire voilà, c'est une manière de faire pour que tout le monde se sente à l'aise. Le meilleur exemple que j'ai trouvé, c'était mon ancien collègue de travail qui comprenait jamais pourquoi j'étais tellement accro à ces îlots centrales, jusqu'à que lui devienne papa et pousse la poussette. Et qui en fait, après, à ce moment-là, ils ont tout à fait compris. Donc on dit que les hommes sont pas moins aptes à le faire, mais simplement il y a d'autres sensibilités. Après, il y a des femmes qui sont tout aussi insensibles au sujet. Donc là, c'est vraiment une question de sensibilité, et je crois que le but, c'est vraiment de faire comprendre aux gens quelle est la plus-value de ce qu'on fait, ou des idées qu'on essaye d'apporter par rapport, pas seulement essayer de dire c'est une question de femmes ou d'hommes. En fait, j'ai une question qui vous concerne tous, parce que vous, Madame Neumann, vous avez dit que pendant cette promenade, vous avez remarqué que c'était une grande question, jusqu'à quel point les espaces publics aussi sont propres, le nombre de poubelles, tout ça. Mais je me demande aussi si il n'y a pas aussi des aspects vraiment difficiles avec cette question de propreté, parce qu'on observe par exemple dans l'espace public, si la ville installe des banques qui sont bloquées pour, disons, les sans domicile fixe, ou afin qu'ils ne traînent pas là-dessus, oui, où tirer, disons, la définition de cette propreté en ville, c'est un sujet très sensible, je crains. Bon, pour moi, quelqu'un sur un banc, c'est pas ça, quoi. Mais c'est vrai qu'on parlait des déchets beaucoup liés au repas de midi, en fait, au lunch que les gens prennent au centre-ville, en l'occurrence. Après, je dois dire qu'il y a une réalisation qui est assez exemplaire pour moi par rapport à ce type de conflit auquel vous faites mention. C'est quand tout va bien, le nord de la Riponne. Je dis bien quand tout va bien, parce qu'il y a des jours où ça ne va pas du tout, et c'est extrêmement désagréable d'y passer, alors qu'il y a des jours,
plutôt l'été. Il faut dire que le beau temps aide souvent au vivre ensemble, malheureusement. Il y a des jours où le nord de la Riponne permet de cohabiter entre pique-niqueurs qui, on l'espère, jetteront leurs boîtes en asbeste dans les poubelles en triant, entre les marginaux qui vivent à la Riponne, qui sont principalement issus de la toxicomanie, et par des familles, parfois avec enfants, qui occupent la halte qui vient de réouvrir de la Grenette au nord de la Riponne, qui est un peu entre le Biergarten et la garderie pour enfants, comme ça, de jour. Et là, je trouve que tout d'un coup, on a un espace assez réussi et où on se sent bien, malgré que la marginalité est proche. Et à cet endroit-là, ça se passe bien, je dirais. Et ça, sans handicap urbanistique de type accoudoir au milieu des bancs. Alors, évidemment, ça, c'est une réflexion toujours difficile. Hein. C'est la même question sur la gare de Berne. Voilà, est-ce qu'on empêche ou est-ce qu'on essaye de cohabiter? Alors, sur cet aspect-là, la ville de Lausanne a choisi la cohabitation. C'est pas facile tous les jours, mais je trouve que c'est plutôt une bonne façon de voir les choses. Et là, c'est plutôt dans l'approche citoyenne, comme dirait monsieur, que dans l'approche de genre. Oui, tout à fait. Juste pour préciser, alors je voulais parler de ce sujet parce que c'est tellement difficile d'avoir ces intérêts aussi des personnes marginalisées qui ne doivent pas être poussées de l'espace public. Et oui, voilà. On avait, il y a un mois et demi, la chance d'avoir Eva Keil, donc, qui est à Vienne responsable pour le gender mainstreaming. Donc vous avez vu deux, trois slides dans la présentation qu'elle vous a montré, qui en fait dans l'analyse qu'ils avaient fait avec les petits points rouges et les petits points bleus, ils avaient vraiment été dehors. Et là, en fait, elle nous a dit, comme anecdote, qu'en fait, ces employés avaient vraiment aussi été demandés aux marginaux qui répondent. Parce que souvent, on a quand même des gens bien propres sur eux qui viennent répondre à nos questions. Et puis, si nous, on est dehors, on va plutôt aussi accoster les gens qui nous ressemblent, puis laisser les autres un peu de côté. Je le sais, je l'ai fait moi-même, mais voilà, on essaye d'attraper tout le monde, mais c'est difficile. Et là, en fait, elle nous avait dit qu'ils avaient vraiment essayé de prendre en compte autant que ce soit les gens de la migration, mais aussi les gens qui sont dans la rue pour d'autres raisons, et de regarder en fait quels sont leurs besoins. Et là, elle nous avait raconté l'anecdote qu'en fait, il y avait des personnes âgées qui étaient là, qui avaient dit « Ah, mais nous, on aimerait bien s'asseoir, mais d'habitude, quand on arrive, les bancs, ils sont pris par des gens de la migration. » Et en fait, le résultat, c'était de dire autant les personnes âgées que les personnes de la migration ont le droit d'être sur ce place. C'est bien s'il y a du monde, c'est bien s'il y a de l'animation. Et ils avaient trouvé un mobilier en fait qui était adapté à ça, avec des bancs fixes, mais avec du mobilier qu'on peut déplacer, pour que comme ça, si les bancs étaient déjà pris, ces dames pouvaient aller chercher, ou les autres, dans l'autre sens, peuvent aller chercher ces chaises et les mettre là où ils ou elles se sentent bien en fait. Et on avait trouvé que c'était très intéressant comme réaction justement pour voir qui est-ce qu'on prend en compte, mais aussi comment est-ce qu'on peut prendre en compte les différents aspects et les différents besoins. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Pas de questions. J'ai une autre question à poser à vous de l'ARES, parce qu'on a parlé avec nos étudiants de ce plan de gender mainstreaming de Vienne et le plan directeur de la ville de Zurich pour l'âge 2040. Et quand ils ont appelé à la ville et demandé dans l'administration, on leur a dit oui, on connaît l'ARES, mais oui, voyons, peut-être on va travailler ensemble là-dessus, mais on ne sait pas maintenant. Et c'était vraiment intéressant de comparer justement le langage dans ce plan directeur qui était tout à fait neutre. Il n'y avait qu'une
pas une seule fois le mot femme, homme, ni enfant. C'était juste des aspects sociaux. Et comment est-ce que vous intervenez dans ce processus actuel, et si oui, comment, ou quelles sont les difficultés aussi pour vous, ou les modes de collaboration? Très honnêtement, je ne suis pas au courant de ce que fait la ville de Zurich, parce qu'on est quand même un certain nombre dans notre association, heureusement. Après, en fait, proactivement, nous, on essaye d'aller vers les administrations, mais on est quand même tous... on a un travail à côté, donc ce n'est pas notre travail principal, en fait, de vendre ça. Donc souvent, ce sont les administrations qui viennent vers nous, justement, en demandant... Là, on a des mandats... ont été faits avec les CFF et avec en fait les hautes écoles, qui nous avaient appris à nous connaître en fait par rapport au projet qu'on avait eu justement jusqu'en 2013. Après, on sait qu'on aimerait bien pouvoir faire plus d'activités comme ça, ou en fait de former des gens pour qu'on ait plus de personnes qui soient sensibles à cette question-là. Mais oui. Pour répondre à Vienne, je pense qu'à Vienne, le thème de gender mainstreaming, c'est une histoire assez longue qui commençait déjà dans les années 80. Donc, c'est pas tellement facile de le comparer. Mais je note dans notre travail, parce que l'ARES est vraiment très engagé de sensibiliser les gens, et on fait tellement de choses que je note chez nos membres qu'il y a vraiment un grand intérêt d'introduire les pensées de l'ARES dans la vie quotidienne. Et notre membres sont surtout des aménagistes du territoire, des urbanistes, mais aussi des ingénieurs femmes aussi. Et donc, tous ceux et toutes ces personnes, elles introduisent les pensées de l'ARES dans leur vie quotidienne. Et je pense que quelquefois, moi, quand je note les travaux de certains membres dans leur communauté, dans les différentes autorités où ils travaillent, qu'on peut vraiment voir les efforts qu'ils font. Ah, une question, voire deux. Merci. C'est pas une question, c'est un petit complément d'information. Vous avez entendu l'ARES, c'est plutôt une association qui vient de Suisse alémanique, et on est quelques romandes qui seraient assez intéressées à lancer une section de ce côté-ci de la Sarine, qui pourrait faire le pont avec nos collègues et experts suisses alémaniques. Et du coup, je me suis permis de préparer 2 petites listes pour les gens qui seraient intéressés à activement lancer cette section en Suisse romande, ou simplement à devenir membre de l'association. Voilà. Très bien, merci. Et l'autre question, si c'est une question? C'est une vraie question. Et c'était plutôt pour Madame Neumann. Et donc un peu la question de la politique aussi qu'elle est faite à Lausanne par rapport aux questions du genre. Je me demandais quel autre type d'initiative ou si personne il travaille sur ces questions, parce que je sais qu'à Genève il y a une petite équipe de personnes responsables qui cherchent aussi de parler avec justement des aménagistes ou dans des secteurs de mobilité, et qui font un peu de référents voilà, par rapport aussi à des questions très concrètes. Donc et que surtout ils produisent aussi des diagnostics, parce que de la part du fait peut-être donc je voulais savoir quel autre type d'initiative de la part des marches par exemple vous entreprenez. Je pense que peut-être dans les diagnostics aussi un peu plus entre guillemets scientifiques, ils pourraient avoir aussi, ils ont beaucoup d'impact surtout sur peut-être les hommes, ou pas les hommes, ou d'autres sexualités que peut-être ils ont de différentes sensibilités, pour comprendre qu'en fait c'est réel et qu'il y a des numéros, des chiffres par rapport à l'espace public, à l'usage différencié entre genres.
Moi, Léonore, tu complètes si jamais. Mais moi, j'ai pas à ma connaissance, il n'y a pas de référent ni de référente sur les questions de genre au sein de l'administration, à moins qu'elle ait apparu récemment. Non, toi, tu sais pas non plus. Non. Par contre, c'est sûr qu'il y a eu une série d'interpellations là, et ma collègue Léonore Porcher en parlait, évidemment, les tiennes, sur la question du harcèlement, d'abord pour l'observer, puis pour proposer des mesures pour l'éviter. Donc c'était en 2 temps, assez logiquement. Il y a eu également une proposition de Gaëlle Lapic, aussi conseillère communale verte, au sujet des noms de rues, qui a donné lieu à la création de 4 rues qui vont porter des noms de femmes dans le nouvel écoquartier qui est en train de se développer à la Pontaise, enfin au-dessus. Car jusque-là, il y avait 2 rues qui avaient des noms de femmes à Lausanne. 2, voilà. Bon, alors là, on y est. Donc 4, c'est déjà pas mal en plus. Donc ça va être mis en place. Après, je ne crois pas qu'il y ait de référent sur ces questions-là spécifiques. Par contre, je pense pouvoir dire qu'on a une sensibilité qui s'est améliorée sur ces questions au sein de notre municipalité, avec les 2 élus qui sont Florence Germont et Natacha Litzistorf, et qui pilotent pas mal de questions liées à la ville, aux espaces verts, au patrimoine vert pour l'une, et puis routes et mobilités notamment pour l'autre, entre autres. Donc je pense qu'on a une sensibilité, on va dire, qui s'est élargie au niveau de la ville de Lausanne. Et à l'école, est-ce qu'à l'EPFL, il y a la volonté, ou est-ce que vous êtes un peu en lien avec l'école pour savoir si cette question de l'étude de la relation entre l'espace et le genre pourrait être d'actualité ? Je dois avouer que je ne sais pas trop s'il y a l'intérêt à l'EPFL de lancer ces cours aussi chez nous. J'avoue, c'est une initiative très nouvelle et qui maintenant peut-être a un peu plus de support récemment. Je ne sais pas si vous avez lu le journal zurichois ce week-end, mais non, en fait, je ne sais pas, mais c'est justement pour ça que je profite aussi de cette possibilité de rentrer en contact avec des personnes de Lausanne, en Romandie, pour savoir s'il y a des projets ou un désir. Voilà, dites-moi. Est-ce qu'il y a encore une question ? Une tout au fond. Moi, je suis personnellement assez ravie de voir que c'est l'occasion autour de ce débat de nouvelles initiatives, que ça vient de la part de l'ARES, Réseau Femmes et SIA, vous-même. Somme toute, on est quand même à la fin assez proactive. Et puis c'est bien de saisir ces occasions de rencontre pour prendre des initiatives. Donc je suis contente si ce débat il amène aussi cette occasion. Maintenant je vous invite à l'apéritif pour signer les contrats, finaliser les ententes des uns et des autres. Je voulais encore remercier la Fondation Gourde, c'est comme ça qu'on dit ? Oui, pardon. Qui nous a soutenus pour l'organisation, donc financièrement pour l'organisation de cette soirée. Je vous remercie très chaleureusement, vous 4, d'être venus. On se réjouit, on espère qu'il y aura des suites, que ce soit chez l'ARES, chez Femmes et SIA, à l'EPFL, sensibiliser encore et toujours. Voilà, santé en attendant. Et puis merci à vous tous d'être venus aussi nombreux ce soir.